Voilà, c'est parti. Mais bon. Alors, vous êtes 24. On attend à peu près une cinquantaine de personnes, mais voilà, vous êtes 24 à être pile à l'heure, voire connectés toujours quelques minutes avant pour rejoindre les webinaires du digital de l'ameublement français. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. En ce moment, on se retrouve très souvent. En 2 mots, je vais rappeler, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent bien l'ameublement français, qui est l'organisation professionnelle des industriels de l'ameublement et des aménagements des espaces de vie. Voilà, à travers de belles réalisations, l'ameublement français accompagne tous les moments de la vie, que ce soit à la maison, que ce soit dans la ville, dans les crèches, dans les collectivités, les hôtels, les restaurants. Tous les aménagements et le mobilier sont fabriqués et produits par ces industriels de l'ameublement français. Et nous sommes un grand réseau aujourd'hui de 360 entreprises à l'ameublement français. Alors, on a dédié une série, un cycle de webinaires du digital. Pour cette troisième partie, ce troisième volet, on va parler aujourd'hui de SEO, de référencement naturel, pour parler plus simplement. Et on va voir à quel point c'est important à la fois dans votre stratégie de notoriété, de visibilité et votre stratégie aussi d'acquisition, et un bon moyen aussi de mieux connaître ses clients et son marché. Pour ça, bon, vous les connaissez maintenant très très bien, et on a Quentin Franck qui est directeur marketing et communication de l'agence Intuiti, qui travaille avec moi sur des programmes de webinaires, parce qu'il étudie avec son agence et accompagne de différents clients de toute taille, de PME à de grosses entreprises dans leur stratégie marketing digitale. Et Nicolas Legrand, qui est responsable du pôle SEO. Voilà, il gère plusieurs managers SEO et qui va nous parler référencement naturel. Je m'efface, c'est à vous. Juste une petite règle du jeu. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. On vous conseille d'utiliser davantage le chat. Vous pouvez l'envoyer directement à tout le monde ou aux conférenciers uniquement, plutôt que d'utiliser le module questions-réponses. Mais je les prendrai, si c'est dans questions-réponses, je les prendrai à la fin. Sinon, voilà, Quentin et Nicolas pourront peut-être les prendre au fil de l'eau ou à la fin, on verra. Je vous passe la main. Merci beaucoup, Catherine. Et j'en profite pour présenter Léa qui est à côté de moi. Vous demandez qui est à côté de moi. C'est Léa qui fait un stage de 3e à l'agence. Et je vais reprendre pour que vous m'entendiez bien. Je vais reprendre directement. Donc, la présentation est faite. La présentation de l'agence, je vous la passe rapidement. Donc, Catherine, tu l'as très bien dit. On accompagne différentes entreprises de différentes tailles dans différents secteurs d'activité. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement d'un des sujets qui est le SEO, qui fait partie de notamment la notion d'acquisition, mais aussi de conception, lors de conception de sites web. On va passer par différentes parties. Tout d'abord, on va avoir une première partie qui va concerner quelques rappels essentiels sur le SEO. Nicolas va vous faire une présentation rapide de ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui sur le SEO et ce que ça représente sur votre marché notamment. Les impacts du Covid, on revient dessus. On avait déjà fait un webinaire le 4 juin, je crois, sur les impacts du Covid sur le secteur des meublements. Ça avait beaucoup plu, on a eu beaucoup de retours. Merci à tous ceux qui nous ont écrit derrière sur LinkedIn, etc. C'était vraiment sympa, on avait passé un bon moment. Et donc, on reviendra rapidement dessus pour vous redonner les stats à jour sur le SEO. Et puis ensuite, des conseils. On en a 6 grands conseils pour vous. Je ne sais pas si on aura tous le temps de les faire aujourd'hui, mais si on n'a pas tous le temps de les faire, ce n'est pas grave, on vous les transmettra d'une façon ou d'une autre. Alors, forcément, ça sera comme d'habitude en vitesse accélérée parce que vous avez des plannings serrés. On termine à 10 heures, pas une seconde de plus. Et surtout, comme le disait Catherine, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. Quelques rappels SEO et les enjeux du SEO. Nicolas, je te donne la main. Pourquoi le SEO est-il essentiel dans le parcours du client ? C'est parti. Alors c'est ça une première slide. Comment c'est qu'il y a des niveaux de connaissances différents parmi les participants aujourd'hui. Comme le disait Catherine tout à l'heure, donc SEO, c'est le référencement naturel tout simplement. Donc c'est l'acronyme anglophone. Et donc le référencement naturel qui se définit comme l'ensemble des techniques qui visent à améliorer le positionnement d'une page, notamment dans les résultats de recherche de Google. Ce que vous pouvez voir sur la capture de droite. Donc ça c'est une page de résultats type. Et ce qui est important de retenir aussi sur cette capture, c'est vraiment donc, les résultats naturels. C'est vraiment tout ce qui est entouré en orange sur la capture. Et c'est vraiment quelque chose qui a dissocié la partie payante, la partie Google Ads, qui est vraiment générée par une régie publicitaire qu'on peut directement gérer en ligne via une plateforme.
Donc, différents formats de contenu, comme vous pouvez voir, hein. Donc, des résultats, ce qu'on appelle les résultats réels en bas, le petit carré orange qui est tout en bas. Et après, donc, des résultats enrichis qu'on peut retrouver autour des pubs, notamment donc, sur la droite, le knowledge graph à droite, en haut. C'est juste quelques exemples. Donc, quelques chiffres clés, donc, notamment pourquoi est-ce que le SEO peut vous apprendre pas mal de choses sur vos clients. Alors déjà, c'est sûr que le SEO, ça se passe essentiellement sur Google. 80% des parts de marché en France. Je dirais largement 78% dans le monde. C'est vraiment essentiel de travailler avec cet outil-là quand on fait du SEO. Sur l'industrie de l'ameublement en particulier, on sait que ça représente près de 30% du trafic des acteurs, tout en sachant que cette moyenne-là, donc on l'a faite à partir d'une base de données, et que forcément elle est un petit peu amenuée par le fait qu'il y a des grandes marques aussi qui ont un accès direct assez important sur leur site. Au moins 30%, on va dire, pour la plupart des sites. L'autre point qui est important, c'est aussi que c'est vraiment un dispositif qui est en pleine croissance, notamment sur le marché de l'ameublement. On voit que les acteurs ont globalement augmenté leur trafic de plus 12,45% en moyenne sur la plupart des sites. C'est quelque chose qui représente un trafic assez fort sur notamment les gros acteurs. Sur but.fr, on voit que c'est 6,5 millions de visites par mois SEO. C'est une estimation, bien entendu, on n'a pas le compte. Enfin, je l'ai eu par le passé, mais c'est une stat par rapport à une évaluation via des outils. Et de manière plus globale, en fait, le SEO aussi va être utile pour vous pour apprendre des choses sur votre client. Forcément, donc, il y a une quantité énorme de requêtes qui sont faites par jour. Alors, dans le monde, 80 000 par seconde. C'est absolument énorme, en fait. On imagine tout ce que ça peut représenter en termes d'intention client qui est donnée directement via des requêtes. Et plus particulièrement sur l'ameublement, on vous a mis un petit exemple, notamment sur le mot-clé meuble. En fait, autour du mot-clé meuble, il y a quasiment 46 000 questions qui se posent de la part des internautes sur les meubles. C'est assez monumental, même si c'est des choses qui ne gèrent pas forcément beaucoup de volume. De manière cumulative, on sait qu'il y a un trafic assez fort à créer et forcément une connaissance du client assez pointue qu'on peut faire avec ça. Donc là, tout simplement, en fait, pour aspirer les connaissances par rapport aux requêtes, nous, ce qu'on va faire de manière générale en SEO, c'est travailler avec ce qu'on appelle les API. Les API, en gros, c'est des plateformes, des bases de données avec lesquelles on peut directement aller chercher les requêtes qui sont tapées par les internautes. Il y en a deux grandes. Celle de Google Ads qui vous permet d'avoir les volumes de recherche mensuels et celle de Google Suggest qui est en capture, qui en gros correspond à toute la complétion qu'on peut avoir quand on commence à taper une requête. En sachant que par exemple, quand je commence à taper canapé, toutes les requêtes qui apparaissent en dessous, elles apparaissent de manière plus ou moins hiérarchique en fonction de ce qui est le plus tapé par les internautes. Alors c'est plus ou moins biaisé en fonction de là où on peut se trouver. C'est pour ça que par exemple, on voit dans mon exemple le canapé Nantes, puisque quand je l'ai fait, je n'étais pas en navigation privée, j'étais avec un serveur nantais qui sait que je suis à Nantes et que je suis potentiellement intéressé par ça. De manière globale, on voit qu'il y a énormément de types de recherches différents qui ressortent là-dedans. On voit des éléments par rapport à la modularité, comme canapé convertible, canapé d'angle. On voit des marques qui ressortent. On voit aussi que tu aimes les canapés bleu canard, apparemment. J'espère que c'est pas personnalisé, parce que non, heureusement, mais... mais voilà, on voit qu'il y a aussi des points de vente, comme je le disais. Donc Nantes, il a vu que j'étais à Nantes, il me l'affiche. Et effectivement, donc des choses, bleu canard et nombre de places ou des choses de ce type-là qui peuvent apparaître. Donc c'est tout très varié. Et c'est, on va avoir quelques échantillons de ce qui est le plus tapé, mais c'est forcément bien plus massif que ça. Donc là où c'est important aussi en SEO d'avoir la bonne approche, en fait, c'est de se dire que le SEO, comme tous les leviers d'acquisition, en fait, il est supposé accompagner l'utilisateur, le consommateur sur l'ensemble de son cycle de réflexion. C'est ce qu'on a essayé de vous résumer donc avec cet entonnoir. Donc c'est ça en fait, la plupart du temps, en fait, la plupart des annonceurs s'intéressent essentiellement à ce qu'on va dire, on va appeler les captifs et les intentionnistes. Donc des gens qui ont en fait déjà des intentions d'achat qui sont assez établies, qui vont mettre achat canapé, canapé Nantes, canapé d'angle, etc. Voilà, effectivement, donc ça c'est de manière appliquée après en SEO quand on fait une stratégie de mots-clés. Et donc l'idée en fait c'est de remonter le plus possible dans le funnel en fait quand vous faites votre stratégie de contenu. Donc, même quand vous construisez votre site au niveau de l'architecture, en prenant bien en compte en fait l'intégralité des recherches de vos cibles, en se disant qu'en fait il faut commencer à pousser votre site et votre marque, même avant le moment où ils ont vraiment un projet totalement établi d'avoir un acte d'achat. Donc c'est ce qu'on peut voir notamment dans la partie inconnue. Les inconnus en gros c'est des gens qui n'ont pas encore du tout par exemple envie d'acheter un canapé et qui par contre se posent des questions des fois un peu plus larges sur comment je vais agencer mon salon, comment je le décore, parce qu'un canapé, c'est plus qu'un objet, c'est un objet de décoration, c'est un objet de confort, c'est beaucoup de choses en même temps. Et forcément, ça peut, par élargissement, renvoyer à plusieurs sujets de préoccupations différents pour un internaute. Donc, c'est important comme ça de remonter sur chacune des étapes avec votre marque, puisqu'en fait, quand on va arriver après vers le lead froid ou le lead chaud, ça va être le moment en fait, où l'internaute va connaître votre marque et vous aurez plus de chances qu'il clique aussi sur votre résultat que sur celui d'un concurrent, parce que vous aurez gagné sa confiance en fait, au fil de l'eau en, fait, en poussant des contenus à chaque moment de son étape de réflexion. Donc voilà, donc on se positionner, puis en même temps vraiment le connaître à chaque moment de sa réflexion. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est résumé dans le titre par Quentin.
Ouais, donc votre mission, dans ce cas-là, c'est simplement d'être connu, donc plutôt sur la partie que vous voyez en bleu tout à l'heure, le plus tôt possible dans le parcours et pas uniquement au moment où la personne va chercher le mot canapé. Et en ça, le SEO va être d'une aide plutôt intéressante. On a vu les objectifs, c'était la première partie. On vient tout de suite sur le retour sur une année particulière. Nicolas, si tu peux nous donner quelques statistiques sur ce qui a pu se passer depuis janvier, en fait. Oui, tout à fait. Donc là, on est toujours dans cette c'est une vraie mise en place en fait de la connaissance client quand on voit ça finalement. Parce qu'avec le Covid, on a un bon exercice, on peut voir, notamment avec un outil très simple, un Google Trends, comment évoluer les recherches organiques sur Google, sur différents mots-clés. Donc là, par exemple, si je prends le premier sur meubles, la façon de comprendre les données, en gros, c'est que vous avez donc en bleu l'évolution des recherches en 2020. On voit un pic énorme vers le bas au mois de mars qui correspond au confinement. Et après, une reprise assez forte qui se fait par la suite jusqu'à la fin de l'année où ça se maintient. Et la courbe orange, c'est l'année précédente, c'est en 2019. Donc on voit que le comportement de recherche a totalement changé entre les 2 années, dû forcément à ce confinement, au Covid, qui est la principale cause. Et en gros, ça retrace donc pas juste le mot meuble, mais l'ensemble des termes qui sont associés à meuble. C'est ça qui est intéressant en fait avec Google Trends, qui va grouper les choses. Donc là, c'est la thématique finalement, presque plus que la recherche juste meuble, la thématique meuble. Voilà comment elle a évolué en indice sur 100 d'une année à l'autre. Donc là, on se rend compte qu'il y a des produits, des segments de marché qui ont plus ou moins évolué avec ce Covid. On voit que sur le canapé, il y a vraiment des intentions, ou sur la chaise, des intentions qui sont maintenues très très haut par rapport à l'année passée. On est presque à du plus 20%. Donc en tout cas, ça se maintient depuis le déconfinement. On est même sur, je dirais, une moyenne qui est plus forte que ça. Depuis le déconfinement, on doit être à plus 35%. Là, c'est une moyenne en fait sur l'intégralité de la période. Donc forcément, elle est minorée par la chute en mars. Mais voilà, donc on a vraiment des comportements qui sont vraiment hyper intéressants, je pense, sur notre secteur en termes de potentiel business. Là, c'est des chiffres, on peut dire peut-être Nicolas, c'est des chiffres assez globaux qu'on est capable tous, vous comme nous, de récupérer grâce à Google Trends. Après, si on veut plus de finesse, il y a d'autres outils qui existent et qui permettent d'avoir plus de finesse. Tout est question de budget. On est d'accord là-dessus. Nicolas, si tu veux avoir plus de finesse, c'est des outils qui ensuite coûtent plus 2 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois, c'est ça? Ouais, c'est aussi même au-delà de coûts d'outils, en fait, hein, c'est quelles ressources vous avez en interne. En fait, si vous avez des gens qui sont des data scientists ou des développeurs, forcément, il y a la possibilité d'aller exploiter ces API de Google beaucoup plus en détail. Là, on fait de manière simple, parce que ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre vous ne vont pas forcément aller pousser le niveau de détail jusque-là. Mais c'est vrai que c'est déjà intéressant que Google Trends, c'est un outil totalement gratuit. Vous pouvez déjà en fait avoir plein de data hyper intéressantes. Donc effectivement, oui, non, on peut aller beaucoup plus loin que ça, on peut faire des projections assez complexes. Mais ça demande forcément des mathématiciens, des algorithmiciens, donc c'est quand même quelque chose qui est à un autre niveau. Voilà, donc sur d'autres segments de produits, on reprend un peu finalement ce qu'il y avait dans la précédente conférence. Notion importante aussi, c'est au niveau de la partie cuisine. On a mis cuisiniste à côté, on sait que c'est pas ce qui est le plus tapé. Et c'est pour essayer de relativiser le pic qui a l'air absolument monumental. Alors, en fait, c'est beaucoup drivé ça par notre ami Cyril Lignac, notamment avec son émission sur M6. Donc là, forcément, lui, il a buzzé en fait cette année avec justement ce concept de faire la cuisine à domicile en vidéo. Donc ça attire en fait les recherches, que forcément cuisine, ça ne veut pas dire juste je veux une cuisine, c'est aussi des recettes de cuisine, c'est plein de choses en même temps. C'est ça qui est important aussi de retenir dans ces courbes-là. Sur certains segments, on n'a pas trop de doutes. On sait que quand il y a écrit matelas, globalement, c'est que c'est quand même à la recherche de produits. Quand c'est cuisine, forcément, il faut le prendre un peu plus avec des pincettes. Et on voit que sur cuisiniste, effectivement, alors pareil, peut-être aussi ça ne représente pas totalement bien la croissance. On voit que la croissance est quand même plus faible. La réalité, c'est un peu entre les deux, je pense, c'est un peu l'image du reste, entre 10 et 15%. Ouais, donc le conseil derrière ça, c'est que vous travaillez seul vos chiffres ou avec une agence ou avec des freelances. Dans tous les cas, faites très attention. Ici, l'exemple de cuisine que nous a donné Nicolas, il est intéressant. Faites attention à bien prendre du recul par rapport aux chiffres qu'on peut vous proposer. On a croisé à l'inverse lit, matelas, sommier. Bon, les tendances sont similaires. Ça permet d'avoir une vraie tendance sur le marché. Mais attention aux chiffres. Peut-être les notions de nécessité, Nicolas? Oui, c'est ça en fait. On s'est amusé à faire des comparatifs. Voilà, on a mis qu'un seul, puisque forcément ça aurait été pas très lisible après avec trop de courbes sur le graphique. Toujours Google Trends, une comparaison entre la tendance de recherche sur le meuble et donc je vois pas du coup, ça me décale avec la vidéo, voilà, voyage, pardon. C'était caché par Par la la vignette. vidéo. C'est ça, donc différents niveaux de nécessité dans les produits. On voit qu'il y a une transition qui s'est faite vers des produits de troisième nécessité dans les intentions de recherche. On a vu aussi que sur le crédit, il y avait des variations légèrement vers le bas. On ne l'a pas mis là, mais donc des gens ont l'impression qu'ils s'orientent vraiment sur les biens de consommation en ce moment un peu plus matériels.
On sent que notamment la maison, qui devient un lieu dans lequel on passe beaucoup plus de temps, devient un sujet de préoccupation assez fort. Donc, ce n'est pas une grosse surprise, mais c'est vrai qu'à côté de ça, on a vu des explosions de recherche sur les ordinateurs, des choses comme ça. Forcément, les gens qui, au niveau du home office aujourd'hui, sont obligés de s'équiper, de se sentir à l'aise en fait chez eux. Et à côté de ça, ils en profitent aussi pour refaire un peu l'agencement justement de leur salon, on va dire renouveler leurs meubles, etc. C'est une période qui est assez faste en fait. On voit que par contre, il y a des perdants dans tout ça. Effectivement, là, par exemple, l'industrie du voyage. Là, enfin, vous le savez tous, de toute façon, c'est assez terrible. On voit vraiment une chute assez importante. Donc, ça se confirme dans les chiffres en SEO. Avant d'aller sur la prochaine slide, Nicolas, je vais reprendre une question de Valérie qui était sur la slide précédente. Quel est le nombre idéal d'associations de mots-clés? Est-ce qu'il faut garder un mot-clé, deux mots-clés? Comment tu fais, toi, d'habitude? Est-ce que tu vas en chercher 20, 50 Alors, c'est par rapport à la tendance de recherche ou par rapport encore avant à l'entonnoir? Par rapport à la tendance de recherche. La tendance de recherche, je pense qu'il faut essayer de juste voilà, d'étalonner les choses. Il n'y a pas vraiment de chiffres précis. Quand on sait qu'on a vraiment un terme qui est très précis, parce que là, en plus, on a mis des termes simples. On a mis par exemple canapé, mais j'aurais pu mettre canapé d'angle par exemple. Là, forcément, je deviens plus spécifique. Je suis dans un sous-segment après. Donc, ça dépend un peu de ce qu'on va faire. Quel est l'objectif de base? Est-ce qu'on veut vraiment, sur un segment, connaître tous les sous-segments? Ou est-ce qu'on est plus essayer de déterminer de manière globale sur les segments comment ça évolue? Aussi par rapport à l'intention de recherche, forcément, ce qui peut être intéressant, c'est de taper dans Google, par exemple, cuisine, de voir ce qui ressort comme résultat, en fait, et là, de se rendre compte finalement du bruit qu'il peut y avoir autour de la requête. En fait, plus vous avez de bruit avec des types de résultats différents qui ressortent, un fabricant de cuisine, des recettes de cuisine, une émission de cuisine, là, vous savez qu'il faut vraiment raffiner, que votre donnée ne va pas être fiable. En fait, c'est vraiment en fonction du bruit qui est autour de la requête. En fait, vous allez voir si vous avez besoin peut-être d'en mettre 10 ou d'en mettre juste une seule, et c'est ça qui va définir la quantité. Par exemple, pour ceux qui étaient présents au webinaire qu'on avait fait en juin, il y avait la notion de Made in France et de fabriqué en France. C'était intéressant de croiser les deux. Donc là, il n'y avait que deux mots-clés qu'on avait associés à l'époque pour voir à quel moment vraiment, et la réponse était septembre 2019, à quel moment cette notion de Made in France et de fabriqué en France décollait vraiment sur le marché français. Alors. Mais après, 3, oui, effectivement, comme c'était proposé dans le chat, ça peut être pas mal, ça vous permet de trianguler déjà la donnée. Vous fermez un périmètre, finalement, c'est un peu comme un triangle, en fait, et vous mettez vraiment un périmètre précis, vous connaissez un peu l'évolution après de là-dedans. Donc c'est ça, donc effectivement, donc, comme on disait tout à l'heure sur Trends, on a une évolution qui s'est légèrement ralentie, en tout cas sur on va dire, le dernier trimestre. Donc là, vous avez un exemple sur Canapé, toujours pareil, donc de l'évolution des tendances de recherche, cette fois-ci en histogramme. L'idée, c'est surtout de vous montrer une comparaison entre mai, par exemple, et le mois d'août ou maintenant. On voit qu'effectivement, la croissance year-to-year commence un peu à ralentir, même si elle reste super intéressante. Si on compare à janvier-février, par exemple, ça n'a rien à voir en termes de différence. Donc là, le marché est vraiment intéressant. Il restera, à mon avis, jusqu'à la fin de l'année. C'était prévision, Nicolas. On t'a demandé de nous donner des prévisions. Tu t'es lancé. Bon, c'est un exercice, forcément, ça reste toujours à prendre avec des pincettes. Mais on a juste fait l'exercice sur le canapé, voilà, de se dire qu'avec Google Trends, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer d'évaluer à peu près l'apport de recherche supplémentaire qu'on aura sur la fin de l'année. On l'a fait quand même vers le bas, parce qu'en fait, on a réattribué la moyenne year-to-year de toute l'année sur les 3 derniers mois de l'année pour voir à peu près ce que ça représentait en écart d'indice. Et après, avec un produit en croix, en fait, j'ai pris le volume mensuel des 12 derniers mois et je l'ai réappliqué sur les 3 derniers mois, en fait, et j'ai regardé la différence qu'il y avait à chaque mois, je l'ai additionné, donc ça fait à peu près 50 000. Ça faisait 51 000 quelque chose. Donc voilà, ça me donne à peu près une évaluation assez simplement de ce que ça peut représenter sur la fin de l'année en termes de différence. Après, forcément, il faudrait raffiner encore la donnée pour savoir après quelle est votre part de voix par rapport aux mots, etc. Donc, il faut raffiner tout ça, mais c'est pour se dire qu'en fait, il y a quand même une croissance intéressante à aller chercher en fin d'année. Ça, c'est une information globale. Ce qui est intéressant, c'est que ça te donne un contexte global et ensuite, il faut aller travailler plus dans la finesse et c'est ce qu'on va faire dans la suite de la conférence. Techniquement, concrètement, ce qu'il faut travailler pour une marque. Et donc, c'est les bonnes pratiques. On aurait pu mettre sur la slide qu'on a oublié de mettre, c'est qu'en gros, tout cumulé autour du canapé, il y a à peu près 300 000 recherches par mois en volume. Donc okay. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de 50 000 à la fin sur les 3 derniers mois, c'est quand même pas négligeable. Ok, intéressant. Oui, c'est vrai que si tu nous dis 50 000 comme ça sans donner… Oui, il manquait cette information, effectivement. Donc 300 000 recherches en moyenne sur la thématique canapé, il devrait y en avoir 50 000 de plus par rapport à l'année dernière. Ouais, on le rajoutera avant de partager la présentation. Ok, très bien. Donc bonne pratique. Alors, c'est intéressant, ça fait le lien avec la question de Valérie tout à l'heure sur l'association de mots-clés. Associer des mots-clés, tu as répondu en disant canapé, on peut aussi aller chercher canapé d'angle. Il y a cette notion de segmentation qui est très, 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 très importante dans ton métier. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? À quoi ça sert en fait Qu'est-ce qu'on appelle segment et à quoi ça sert de segmenter? En fait, segment, c'est finalement un concept marketing, tout simplement, mais réappliqué au SEO. Donc, se dire que voilà, on a un marché et que le marché est décomposé en plusieurs segments. Et que forcément, en fonction du segment, on peut avoir des spécificités. Ouais, on peut se dire aussi, tout simplement, le point 1,
j'ai peut-être des segments qui sont plus prioritaires que d'autres pour mon business, parce que forcément, j'ai peut-être un catalogue qui est plus ou moins associé à un segment, et j'ai ce segment-là qui est peut-être le plus juteux plutôt que les autres en termes notamment de volume de recherche en SEO. Donc, prioriser les segments en fonction voilà, des opportunités que vous avez. Identifier les spécificités, on aura des exemples après, mais forcément, rechercher un canapé et un lit, ça ne va pas forcément impliquer tout à fait les mêmes comportements de recherche. Donc, c'est important d'adapter aussi un peu sa stratégie à la fois de contenu et son architecture à ça. Et identifier la concurrence aussi, forcément, parce qu'en fonction du segment, on n'a pas les mêmes concurrents. Ça paraît un peu plus logique, mais voilà. C'est vraiment une notion marketing. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça vous parle, si ça vous paraît trop technique, la façon dont on l'aborde, ou au contraire, si on peut y aller. Si on peut, n'hésitez pas à nous le dire. C'est parfait. OK. Forcément, Oui. si on fait une étude par segment, ben on va aussi rechercher les notions de recherche derrière ça. Oui, c'est ça. Donc là, c'est un exercice qu'on a fait pour essayer de comparer un peu les segments de marché sur le marché de l'ameublement. On n'a pas tout pris non plus tous les segments, mais on a fait un comparatif avec ce que vous pouvez retrouver donc, sur le camembert de gauche, avec les codes couleurs. Donc on voit que le sofa, donc c'était en anglais du coup, hein, donc c'était donc des termes français, mais c'était mis en anglais par l'outil du coup. Mais donc le sofa, donc le canapé donc en orange, les lits en gris, les tables en jaune, les chaises en bleu, les fauteuils en vert, et après les matelas en bleu plus foncé. Donc c'était un comparatif. On a pris un pool, je pense il devait y avoir plus de 50 000 mots-clés qu'on a réduit à 10 000 mots-clés représentatifs. On a essayé de comparer tout ça pour faire ce graphique. On se rend compte qu'effectivement, dans la recherche, le canapé est un petit peu dominant en France aujourd'hui sur les 12 derniers mois. C'est une moyenne sur les 12 derniers mois, du coup, les volumes de recherche. Donc, on voit que c'est quand même le segment prioritaire. Comme ça, si de manière un peu globale, j'étais but ou Conforama, vraiment attaque tous les segments, je me dirais, tiens, en tout cas, là-dessus, il y a un volume hyper intéressant à travailler. Le lead derrière ça aussi, qui est très intéressant. Pas mal de recherches sur les 12 derniers mois qui ont été faites par les internautes français. Et donc, sur le podium, la table aussi qui est à peu près, on va dire, à égalité avec les chaises. Donc, c'est pas illogique, parce que généralement, quand on achète une table, il faut des chaises. J'imagine que les gens recherchent les deux en même temps. Et voilà, on se rend compte voilà, d'une pondération qui n'est pas tout à fait la même en fonction des segments. Ça peut paraître logique, mais c'est important d'avoir les chiffres pour connaître les proportions, pour adapter sa stratégie en fonction de ça. Et à côté de ça, donc, ce qui est intéressant en fait, à l'intérieur donc, de chacune des sections de Camembert, chacun de ces segments-là, c'est d'aller voir quel est le poids de la recherche de marque, parce que ça va nous donner un indice aussi sur à la fois la façon dont les internautes se comportent et du niveau de pression concurrentielle qu'il peut y avoir. Donc, ce n'est pas la seule façon de le voir, mais c'est une façon assez simple déjà de s'en rendre compte. On se rend compte que le canapé, une grosse partie de son trafic en fait, est générée par des recherches de marque. Donc, des gens qui vont taper canapé Maison du Monde, canapé Ikea, des choses comme ça. Et là, on sait que typiquement, ça va être plus complexe en SEO quand on est peut-être un plus petit acteur d'aller frontalement affronter des sites comme ça. Donc là, dans l'idée, ce n'est pas forcément de se dire j'abandonne, je ne vais pas dans le canapé. Mais par contre, très clairement, vous n'avez pas visé des mots-clés génériques, il va falloir être très spécifique. Par exemple, se dire je me repositionne peut-être sur le canapé écologique, si d'ailleurs c'est une spécificité de chez vous. Il faut que ça colle forcément à ce que vous faites, hein, bien entendu. Ce n'est pas le but de faire de travailler des requêtes qui ne correspondent pas à votre positionnement marketing. Mais très clairement, il va falloir l'affirmer très fortement en fait, dans vos contenus et dans votre stratégie sémantique. Donc c'est ça qui va être important. Puisque c'est ça de manière globale. Donc la recherche de marque sur le test qu'on a fait représente une requête sur 4 sur l'ensemble des segments. Et je pense que sur le sofa, on est quasiment à une sur 3. On voit que la pression est beaucoup plus forte. Donc voilà, donc c'est une façon voilà, comme ça de comparer les différents segments et de prendre conscience de cette notion de marque et de la difficulté sur certains segments à aller frontalement affronter des plus gros sites. Ouais, c'est beaucoup plus complexe, même s'il y a beaucoup plus de recherches sur sofa, pour être clair, enfin, dans le canapé du coup en français. Même si c'est beaucoup plus, il y a plus de recherches, c'est plus complexe aussi d'apparaître quand on est notamment une marque naissante. Et à l'inverse, quand on a une marque déjà établie, on peut surfer aussi potentiellement sur de l'existant. Est-ce que, je posais la question Nicolas, est-ce que tu as déjà vu des entreprises qui ont fait évoluer peut-être même jusqu'à leur production ou en tout cas leur stratégie à partir de données SEO qui leur permettent de dire si on va dans le canapé, par exemple, en ce moment, les gens cherchent énormément de canapés d'angle. Alors, moi, j'ai surtout vu des repositionnements de marque, des fois, qui se sont opérés. Repositionnement. Alors, c'était pas sur le marché du meuble, du coup, c'était sur le marché du crédit. Je pense à United Credit, Okay. qui en fait a changé sa marque justement pour ne pas être bloqué dans la niche du prêt, ce qui s'appelait Prêt d'Union avant. Ils ont changé de marque pour devenir United Credit. On les a accompagnés là-dessus à l'époque. Enfin, c'était pas avec Intuitive du coup, mais c'était avec un précédent employeur. Et on avait donc travaillé sur comment en fait repositionner justement sur le crédit, en fait, se donner un potentiel à l'international pour pas être cloisonné en France et orienté sur le prêt en fait, qui est un terme finalement un peu clivant quand vous êtes sur ce marché-là. Oui, effectivement, sur du repositionnement de marque et le fait de réaffirmer certains services à l'intérieur.
C'est des choses qu'on peut imaginer dans le e-commerce aussi forcément, de se dire on réanticipe les choses en fait en fonction un peu du comportement utilisateur, en sachant que c'est de la donnée en plus qui est on va dire gratuite, comme assez exhaustive côté Google. Je pense que ça peut effectivement entrer en réflexion, mais ça peut pas être la seule donnée, bien entendu. C'est pas, il faut jamais croire qu'une seule source en fait. Hein, c'est comme dans tout en fait. Il y a le SEO, il y a d'autres sources que vous pouvez avoir de votre côté plus traditionnelles, des cabinets d'études, des choses comme ça. Et c'est hyper intéressant quand vous allez croiser toutes les études et là arriver sans doute à la bonne conclusion sur la projection à faire sur votre marché. Est-ce que ça rejoint le travail de longue traîne? Là, je prends une question Oui. dans le chat. Et est-ce que c'est toujours d'actualité et toujours valable ce travail-là? Alors tout à fait, hein, c'est valable. Puisqu'en fait, au niveau de la stratégie longue traîne, et ce qu'on essaie de mettre en valeur dans l'auto-noir tout à l'heure, c'est d'aller un petit peu au-delà de ça. En fait, je prends l'exemple d'un site qui s'appelle Eureka. Ils font que la longue traîne, ils s'amusent à travailler toutes les requêtes. La longue traîne, en gros, c'est toutes les requêtes un peu plus longues, donc de 4 mots ou plus, qui en gros se rattachent à un mot-clé principal. Donc par exemple, canapé d'angle convertible, des choses comme ça va être de la longue traîne qu'on a travaillé, ou combien coûte un canapé vert, je dis n'importe quoi. Des requêtes un peu plus longues comme ça, et qui en fait de manière cumulative représentent un trafic énorme, donc il faut les travailler, mais il faut éviter en fait de travailler que ça. Il faut aussi travailler les contenus un peu plus affinitaires, on le verra par la suite, parce que sinon en fait aujourd'hui Google il essaye justement de faire le tri entre les sites qui essayent juste de se positionner sur des termes commerciaux et ceux qui essaient réellement d'amener de la valeur aux consommateurs. Donc ça c'est important aussi de travailler sa marque en fait de cette façon-là et d'aller chercher des termes plus affinitaires. Et au-delà de ça, on sait aussi que ça a une utilité parce qu'on remonte encore un peu plus loin dans le funnel. On va aller travailler aussi directement l'affinité avec son consommateur. Ok, très clair. Il est bientôt 9h30. On va Oui, avancer un petit peu. N'hésitez pas quand même s'il y a des questions, on les prend et on essaye de. Tu as un exemple là avec Lee, oui c'est notamment. ça. Donc c'est ça, donc comparatif entre deux pays. On peut se rendre compte, là, c'est entre la France et le Canada. On peut se rendre compte que les comportements de recherche aussi, il faut les étudier par pays, parce qu'ils ne sont pas forcément tout à fait les mêmes, même pour deux pays occidentaux avec des niveaux économiques, on va dire, assez proches. On voit que par exemple en France, il y a une focalisation plus forte sur l'association par exemple aux enfants. On voit l'IA enfant en fait qui est souvent associé à Ali, enfin enfant souvent associé à Ali ou bébé ou l'imezzanine. Donc on voit qu'il y a quand même une préoccupation assez forte sur la cible enfant. Et côté canadien, finalement, c'est un peu la même chose, mais d'une manière différente, recherché d'une manière différente. On va voir que c'est très recherché sur la taille du lit notamment. Et ils réfléchissent de manière différente. En fait, ils se disent, je veux un lit d'une certaine taille, parce que forcément, en fonction de la taille, ça va peut-être représenter un agencement ou une scie particulière, etc. Donc là, on se dit que finalement, quand je vais créer mon site après, ma version canadienne, ma version française, j'aurai peut-être pas tout à fait la même architecture qui va être créée, parce que je ne vais pas valoriser tout à fait la même chose dans ma navigation. Donc forcément, cette partie taille donc, est importante là-bas, avec toute cette notion de king size, queen size, etc. Donc voilà. Donc ça, en fait, c'était une première vue qu'on voyait sur les graphiques précédents avec les volumes de recherche agrégés sur ce qu'on appelle des co-occurrences, donc des termes qui sont associés à un mot-clé principal. Et là, en fait, donc c'est une version plus quantitative sur ces tableaux-là. Là, on va compter le nombre de fois qu'apparaît une occurrence associée à un mot, et on va essayer de voir en fait sur l'ensemble de notre échantillon combien pèse en fait cette occurrence. C'est-à-dire qu'en fait, convertible, par exemple, sur le tableau de gauche, c'est écrit que c'est à 5,4%. Donc 5,4% des fois sur l'ensemble de l'échantillon que j'ai, avec Lee, il y a le mot convertible qui apparaît. Donc ça permet de voir qu'en fait, la plupart du temps, les internautes, ils ont une approche de cette façon-là quand ils tapent en fait, dans Google Suggest. Donc c'est important de faire ces comparaisons, en fait, à la fois d'un point de vue plus volume de recherche et d'une façon plus comportementale, pour essayer d'arriver à la vérité absolue. Voilà, on est passé un peu vite, j'imagine que ça soulèvera des questions, mais c'est un peu plus complexe. Mais voilà, l'idée générale, c'est à partir de ces segmentations et des recherches qu'on a, d'apprendre davantage sur vos clients et donc forcément, en réponse, d'écrire si c'est écrire ou de transformer votre stratégie de marque, stratégie d'entreprise, pourquoi pas la production, en fonction de ces recherches-là. Et le SEO donne même les moyens, si on est bon, d'anticiper ce qui se passera demain. Ça, c'est encore plus dur, mais c'est faisable. Et justement, on y arrive, anticiper les besoins des clients. À quoi la SERP? Alors, tu peux peut-être expliquer le concept de SERP, ce que c'est, Nicolas, et puis venir En gros, c'est un acronyme pour dire la page de résultats de Google, hein, pour dire les choses de manière très simple. Donc, c'est un terme anglophone encore. Et en fait, ce que nous enseigne en fait, la liste de mots-clés qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va pouvoir étudier les pages en fait, qui apparaissent pour chacun des mots-clés et essayer de tirer des constats par rapport à ça. Donc là, vous avez un exemple concret qu'on avait eu sur un cas client avec BLM, sur lequel en fait, il y avait une problématique de refonte du site, et notamment dans laquelle il souhaitait refondre une page qui était la page porte d'entrée, qui était la page qui drivait le plus de trafic sur le site, même avant la page d'accueil, et en fait sur laquelle il voulait faire une page édito avec
En fait, on passait d'une page catalogue à un listing produit. Et dans la refonte, ils voulaient faire une page édito. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait étudier pour chacun des mots-clés, donc notamment porte d'entrée, quels étaient les résultats qui apparaissaient sur la première page. Et là, on se rend compte sur cet exemple ci-contre que là, en fait, on n'a vraiment que des pages de listing produit. Donc, ce qu'on leur a dit, malheureusement, en fait, ça ne va pas être une bonne idée de faire une page édito, parce qu'il n'y a que des pages listing produit, et ce n'est pas un hasard. Pourquoi c'est pas un hasard? Parce qu'en fait, côté Google, il y a des panels utilisateurs. Il y a l'algorithme forcément qui est prépondérant pour la façon dont apparaissent les résultats. Ils font aussi en fait des études qualitatives avec des panels utilisateurs où les utilisateurs ils répondent à des questionnaires et ils disent notamment en fonction des requêtes ce qu'ils attendent comme page, de voir comme page dans les résultats. Google rajoute à ça des tests quantitatifs aussi avec le navigateur. Avec Chrome, il peut enregistrer ce que font les gens. Donc, tout ça en fait qu'à la fin, il sait en fait quel type de résultat est attendu par les internautes. Donc, quand quelqu'un porte d'entrée en France, en fait, 100% du temps, c'est parce qu'il attend une page de listing produit. Il ne faut pas faire une page d'une nature différente puisque vous allez directement perdre vos positions. Il faut vraiment s'aligner sur ce que fait la concurrence dans ces cas-là. Sinon, c'est très compliqué de remonter. Un autre point qui va être important, forcément, avec les mots-clés, ça va être de voir les types de formats qu'on peut aller exploiter après, notamment sur le site. Donc là, typiquement, forcément, sur vos marchés, sur l'ameublement, ça va être beaucoup d'images. On sait que l'image va être prépondérante, il y aura beaucoup de visuels dans les fiches produits, dans les contenus, etc. Google va les afficher dans les pages de résultats. Il me semble que sur cette image-là, donc là, je n'ai pas la page de résultats en entière, mais la partie image, en plus, c'est ce qui apparaissait en premier, limite, donc, tout en haut de la page. Donc, c'est le moment jamais de pousser ces produits, des visuels produits assez attractifs pour l'internaute. À côté de ça, on voit aussi certains formats qui peuvent être exploités. On voit des formats FAQ, par exemple, sur la deuxième capture. On voit que c'est des choses qui vont être affichées par Google sur certaines requêtes liées au canapé. On se dit, les fiches produits, tiens, ça peut être intéressant, je peux peut-être faire remonter des questions d'internautes sur certaines fiches produits. Les FAQ, c'est rentré quand dans la SERP, dans les résultats de recherche? C'était il y a 1 an, il y a 2 ans à peu près? Je dirais plus d'1 an quand même. Peut-être pas 2 ans, mais 1 an et demi, on va dire. Ouais. Ça fait un moment, ouais. Ça fait un moment. Après, ça commence tout juste à être exploité réellement par les annonceurs. Ouais. Il y a encore de la place à prendre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça allonge la taille de votre résultat. Donc forcément, visuellement, l'internaute il va être plus captivé par votre résultat. Et en même temps, il y aura déjà des questions qui vont commencer à être proposées. Donc ça va permettre de pousser un peu d'expertise et d'anticiper aussi des questions que peut se poser l'internaute. Il aura peut-être plus envie de cliquer après. Il se dit, tiens, répondre à des questions sur cette page-là, je vais y aller. Et concrètement, comment on fait pour voir ces questions affichées dans les résultats de Google grâce à notre page? Alors en fait, il faut installer pour ça dans votre code source ce qu'on appelle des données structurées. Donc je ne rentrerai pas dans de détails là-dedans, mais en gros, c'est des balises, pour faire simple, qui vont aller entourer certains éléments de votre page en exploitant une espèce de librairie en fait, qu'il faut respecter, qui est utilisée par Bing et par Google. Et en gros, en fait, en mettant ces balises spécifiques, vous pouvez entourer par exemple la question de votre FAQ en disant c'est une question de FAQ. Et la réponse aussi, après vous pouvez l'entourer dans le code source en disant c'est la réponse, ça. Et après, ça permet à Google de faire cet affichage-là directement dans la page de résultats. Ok, donc là, j'ai l'impression que tu nous expliques un peu la différence entre du SEO de premier niveau, qui serait juste « je fais ma page, c'est très bien ». Du SEO de deuxième niveau, c'est « je fais ma page en ayant analysé la concurrence », comme tu l'expliquais tout à l'heure avec l'exemple de Belen, qui était quand même assez intéressant. Et là, c'est troisième niveau, c'est vraiment « je viens renseigner, donner des informations grâce à ces balises à Google de manière à, si on est 3 concurrents déjà plutôt bien placés, ressortir parce que j'ai un truc en plus à donner à l'internaute qui va venir sur le site ». Ouais, c'est ça, on met vraiment son site en conformité pour faire le plus plaisir à Google, entre guillemets, lui faciliter la vie pour lui aider à afficher ses résultats directement. Il y a des énormes taux de différence de clics avec des pages FAQ versus des pages normales? Je n'ai pas forcément les stats en particulier sur les FAQ, mais de manière globale, sur les données structurées, on peut augmenter, je pense, de largement 30% son taux de clic avec ces données structurées. Donc, ce n'est pas inintéressant. De manière cumulative, forcément, sur toutes les pages, si vous augmentez de 30%, à la fin, ça devient intéressant. Oui, ce qu'on appelle du énorme, effectivement. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est toujours en fait cette histoire de format qu'on peut retrouver. Donc là, c'était un test qu'on a fait sur 300 mots-clés qui sont liés à l'ameublement. Et on se rend compte que dans ce pool de 300 mots-clés, on a plein de formats qui ressortent des pages de résultats. On voit qu'il y a des avis, par exemple, sur le deuxième histogramme, de manière assez récurrente, puisque forcément, il y a beaucoup de pages produits, beaucoup de retours d'avis. En premier lieu, on a les AMP. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, du coup, mais AMP, en gros, c'est un format simplifié de page web qui permet d'avoir un affichage plus rapide sur mobile. Ce qui se passe, en fait, c'est que vous avez votre site, et à côté, vous refaites, entre guillemets, votre site dans un autre format, qui, lui, va être affiché uniquement sur le mobile, et va permettre aussi d'avoir des meilleures performances auprès de Google, en termes de chargement, puis auprès de l'utilisateur, tout simplement, ça va charger plus vite. Donc voilà, c'est des choses que font beaucoup les acteurs de l'ameublement, visiblement, sans doute à côté des fiches produits, à côté des sections éditoriales, j'imagine.
À côté de ça, donc, les images, comme on disait tout à l'heure, le pack local, donc c'est tous les résultats locaux. Forcément, il y a beaucoup de magasins, de présence physique en fait, de revente, de points de revente. Donc forcément, il y a beaucoup de visibilité par rapport à ça. Des vidéos, on voit par exemple des annonces shopping pour la partie Google Ads et aussi pour le SEO, parce que maintenant on revient un peu dessus. Voilà, voilà, donc c'est assez varié en fait, et c'est important de le savoir avant, parce qu'en fait, quand vous allez faire votre site, vous allez concevoir votre site, vous avez besoin de dire à votre agence de développement, il me faudra tel format en fait dedans, ou même à votre agence UX, il faudra anticiper tel format dans tel template, etc. En fait, c'est une liste de courses que vous faites avant, c'est important de le faire très en amont en fait, et ça vous permet comme ça de passer à côté de rien. Sachant que là, c'est du statique au niveau des statistiques, mais on est aussi capable de dire, et on l'avait fait dans un autre webinaire avec Julien, je crois, les croissances, par exemple, des annonces shopping, en ce moment, ça explose. Et donc, c'est là-dessus qu'il faudrait concentrer le travail des UX et des développeurs. Je pense que c'était dans la précédente conférence, effectivement, du Ouais. Covid. Optimiser la performance de votre site pour 2021. Là, on va rentrer dans vraiment la technique de la technique. Oui. Qu'est-ce qu'on pourra faire par performance? Alors, la performance, pour simplifier, c'est un peu tout ce qui est lié au chargement. Donc forcément, de manière assez classique, notamment la vitesse de chargement, avec des notions qui sont assez précises aussi à respecter. Donc, je passe très rapidement dessus pour ne pas non plus vous perdre, mais sur le TTFB, TTLB, en gros, TTFB, c'est Time to First Byte, ça veut dire en gros le chargement du premier octet, et TTLB, c'est Time to Last Byte, donc le chargement du dernier octet. C'est-à-dire en gros le moment où ça commence à charger, le moment où ça se termine de charger, donc c'est votre vitesse de chargement. Et c'est un peu comme ça que Google évalue le temps global de chargement de votre page. Et le TTFB, donc le temps du premier octet, il est vraiment hyper important parce que c'est quelque chose aussi qui va impacter le nombre de visites de votre bot. On va le voir après. L'expérience utilisateur, forcément, dans la performance, notamment sur la qualité d'affichage. Et ça va beaucoup moins rigoler, on va dire, à partir de 2021, parce qu'en fait, ça va devenir un critère de ranking côté SEO. Aujourd'hui, c'était à titre indicatif, Google PageSpeed, ça n'avait pas d'influence directe le résultat sur votre ranking. Et là, on va dire de manière, même si ce n'est pas vraiment la note directement, mais en gros, c'est ce qu'il y a dans Google PageSpeed, en fait, va vraiment devenir quelque chose d'impactant pour vos sites. Et la conformité mobile, puisque forcément la performance, ça se fait sous le prisme du mobile. Google PageSpeed Insight, c'est une page sur laquelle on a simplement à rentrer son site internet et on obtient les performances de son site. C'est ça, Nicolas. Et aujourd'hui, si les performances sont mauvaises en desktop et encore pire si elles sont mauvaises en mobile, le référencement derrière, il a de moins en moins de chances d'être bien classé. Et en 2021, ça sera vraiment, là, Google a dit en 2021, ces données d'expérience, d'affichage, etc., ça va être crucial pour la façon dont je vais référencer les pages. Donc, il va y avoir du changement. Il va y avoir un gros changement. C'est ça. On va y revenir après dessus. Je passe à la prochaine slide. Ouais, vas-y. Pardon, excuse-moi. Alors, c'est ça, sur le premier point, on disait la vitesse de chargement. Pourquoi c'est important? Là, en fait, vous avez sur la droite deux courbes qui sont issues de Google Search Console. Google Search Console, pour ceux qui ne connaissent pas cet outil-là, en gros, c'est un outil gratuit de Google qui est un peu l'équivalent de Google Ads, mais pour le SEO, et qui vous permet, en fait, avec une plateforme et une interface, d'avoir des statistiques sur le SEO, notamment le trafic, les mots-clés sur lesquels vous générez du trafic, mais aussi, en fait, les visites du bot de Google. Ça a l'air un peu comme ça, on se dit secondaire, sauf qu'en fait, c'est vraiment un critère qui est prépondérant pour notamment la vélocité de votre site. Par vélocité, j'entends réactivité, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez mettre une optimisation en place, si le taux de visite de Google il n'est pas rapide et que vous avez un gros site, ça va mettre énormément de temps en fait, à se répercuter dans les pages de résultats. Ce qui se passe dans les refontes, généralement, c'est qu'en fait, quand on rate un peu sa refonte, on va agacer un peu le bot, parce qu'en fait, quand le bot de Google il passe sur un site, ça consomme de la bande passante dans les serveurs de Google, donc ça coûte beaucoup d'argent à Google. Donc en fait, tout ce qui va générer de la lenteur sur un site va l'énerver, et donc son bot va avoir tendance à moins passer sur les sites qui sont lents. Donc là, on voit bien en fait sur la courbe verte en haut qui représente le temps de chargement. En gros, ça peut plus ou moins en fait le time to first byte, ce que vous voyez en haut, donc le temps de chargement du premier octet, le temps de réponse du serveur. On voit sur ce site-là qu'il était en augmentation, et en conséquence, on voit en dessous que le nombre de pages explorées par jour est en chute totale sur la courbe bleue en dessous. Donc, il y a une vraie corrélation entre les deux. Et j'aurais pu vous rajouter la courbe de la visibilité globale du site. Pareil, elle était en chute à ce moment-là, qui a aussi un impact à la fin sur votre ranking, puisque votre site est de moins en moins réactif, et de moins en moins visité par le bot, donc de moins en moins en capacité de générer de la perf. Donc ça, c'était sur la partie chargement, on va dire. Sur la partie affichage, donc la mise à jour dont on parlait, c'est la Core Web Vitals, qui arrive courant 2021. C'est assez évasif sur les dates, on ne sait pas exactement quand. Et au moins, il a annoncé qu'il le ferait pour une fois en avance, donc c'est quand même plutôt cool. Il nous donne aussi les critères pour une fois, Google, parce que d'habitude, il faut essayer de les deviner, donc c'est toujours assez sympa. Et là, pour une fois, on sait qu'il y en a 3 majeurs qui sont communiqués depuis plus de 6 mois. Vous avez sur la droite, donc je ne rentre pas trop dans le détail, mais en gros, retenez
En gros, les bullet points sont dans le même ordre que l'affichage sur la droite, hein, de gauche à droite, de haut en bas, ça revient dans le même ordre. Donc, le LCP, c'est la vitesse de rendu de l'élément le plus grand de votre page. Par exemple, si vous avez un gros visuel au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page, ça va être considéré comme le LCP, ou un gros bloc de texte, etc., ce qui va être le plus gros. En fait, il va essayer d'évaluer en fait, combien de temps en fait, ça met à charger. Si c'est trop lent, forcément, il considère que ça va perturber l'expérience utilisateur, parce que c'est l'élément le plus visuel en fait, pour la personne qui vient d'arriver sur la page. L'autre point, ça va être le délai avant interactivité, donc le FID. Alors, en fait, avant, c'était un autre critère, en fait, mais ils l'ont remplacé par celui-ci. C'est en fait, il essaie d'évaluer le moment où l'internaute va pouvoir faire son premier clic, en gros, sur la page. Il va commencer vraiment à naviguer. Donc ça, c'est pareil, s'il estime que ça met un peu trop de temps. Là, ça va être un problème aussi en termes d'impact sur la performance de votre site. Et la stabilité de l'affichage, donc le dernier sur la droite. Et là, en gros, ça revient, en gros, par exemple, quand vous avez votre site qui charge, des fois, ce qui se passe, c'est que, par exemple, des images vont charger en décalage, donc ça va décaler le texte d'un seul coup au moment que vous commencez déjà à naviguer, donc c'est hyper énervant pour l'utilisateur. Bah, ça, en fait, Google, il le regarde aussi. Et forcément, à juste titre, il a raison, c'est vrai que ça nuit à l'expérience utilisateur. Donc, si le chargement de certains éléments est mal géré et décale sans arrêt votre page, les éléments de votre page, ça aussi, ça aura un impact. Donc voilà, donc comme je disais tout à l'heure, donc impact courant 2021. Et là, vous aurez plus de détails, notamment sur le lien qui est juste en dessous, c'est le lien officiel pour aller consulter ce que raconte Google par rapport à tout ça. On parlait de Google PageSpeed tout à l'heure, donc il vous permet aujourd'hui d'évaluer si votre site il est en conformité ou pas avec ce futur update. J'ai fait un test sur différents acteurs que j'ai pris au hasard. J'ai essayé de prendre à la fois des fabricants, des sites e-commerce. J'ai pris aussi un site étranger, Wayfair, donc pour voir un peu voilà, une espèce de vision un peu transversale de la situation à date. Et on voit que globalement, aucun site n'est prêt pour le moment à cet update, dans l'échantillon en tout cas. On voit que tous ces sites-là sont dans la tranche en fait, de notation qui est sur 100, à moins de 49 sur 100. Donc tout ce qui est en rouge, en fait, vous avez la légende en dessous. C'est pour ça que j'ai mis en rouge les histogrammes. En fait, aucun site n'est vraiment aujourd'hui en capacité d'assurer sa stabilité dans ses positions avec la qualité de son affichage sur ses pages. J'ai pris des pages produits du coup pour faire le test. J'ai pris une page à chaque fois sur un produit de canapé. Et globalement, ouais, donc c'est pas tout à fait bon. Donc pour suivre ça de manière plus fine aussi, vous n'avez pas que Google PageSpeed, vous avez Google Search Console encore une fois. Je vous ai mis le lien en dessous. Du coup, si vous avez un compte Google Search Console, vous pouvez juste vous connecter avant dessus, puis vous pouvez mettre l'URL qui est tout en bas et vous allez arriver sur le bon rapport. Vous avez ce rapport en fait qui vous permet de suivre directement les performances des pages pour Google, toujours avec le même barème de notation. Donc rouge c'est lent, jaune c'est moyennement bien et vert donc c'est rapide. Donc là, c'est un test avec le site d'Intuiti qui est en cours de refonte. Il est temps qu'il soit refondu. On voit bien qu'il est quand même considéré comme étant amélioré. Donc ça tombe bien. Et donc là, on voit bien qu'en fait, il nous met la quantité de pages qu'il a visitées par jour où il a considéré que c'était soit lent, soit rapide, soit à peu près bien. Donc ça, c'est bien parce que ça vous donne des informations, notamment slide suivante, sur les types de pages qui sont concernées. Ah, d'accord, on l'a enlevé. On l'a enlevé. Bon, alors, de toute façon, dans ce qu'on livrera après comme document, mais c'est ça, en fait, après, ça vous donne en fait les templates qui posent problème, en gros. Les pages qui posent problème, vous avez le détail. Généralement, vous pouvez tirer des tendances. Après, vous savez que c'est un type de template précis qui pose problème et vous pouvez faire des actions sur un template précis plutôt que de refondre tout sur le site, un peu au hasard. Vous pouvez vous focaliser sur des types de pages. Nicolas, est-ce que j'ai une question de Nicolas Fournier? Alors, j'ai l'impression que les questions, vous les affichez, vous les envoyez aux panélistes, donc à Nicolas, Catherine et moi. N'hésitez pas à vous les envoyer à l'ensemble. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de le faire, mais n'hésitez pas à vous l'envoyer dans l'ensemble. Nous, on les voit, mais vous ne les voyez pas forcément. La question, c'est quelle solution de plateforme e-commerce préconisez-vous pour avoir un SEO optimisé? PrestaShop, merci Nicolas. PrestaShop, Shopify, WooCommerce ou une autre, sachant qu'il n'y a pas que des plateformes, il y a aussi des CMS qui peuvent être appliqués pour créer vos sites. Alors moi, je pense que c'est plus une question de qualité de développeur que de CMS, parce qu'on peut avoir un CMS qui est supposé être plus rapide sur le papier, qui va être très poussif. Si vous rajoutez trop de fonctionnalités sur les pages, ou là, vous n'avez pas mesuré avant vraiment les enjeux de chargement dans votre développement. Ce qui se passe, c'est que de manière plus globale, plus que de se poser la question d'un CMS, c'est de développer son site pour le mobile en priorité, avec cette obsession d'avoir un temps de chargement qui soit faible. En fait, c'est dès la conception avec les UX, avec ce que vous allez mettre dans les wireframes, avec les chefs de projet techniques, ce que vous allez mettre comme fonctionnalité sur les pages. Avec les développeurs, il faut les mettre très très tôt en fait, dans la boucle pour qu'ils anticipent et vous disent non mais en fait tel élément va ralentir à fond ton site, etc. Il faut en fait vraiment mettre tout le monde autour de la table et vraiment s'assurer qu'en fonction des possibilités du CMS, on puisse ajuster un petit peu les performances de la page. Après, il y a des solutions, c'est plus ou moins simple de le faire. Pour faire une par exemple, le problème, c'est que c'est une solution fermée. On ne peut pas faire grand-chose dessus, entre guillemets. Donc, malheureusement, vous êtes un peu dépendant de la techno et de l'évolution de la techno.
Même si c'est là de base à peu près correct, mais il y a quand même toujours ce risque-là. Alors que sur un PrestaShop ou un Magento, il y a quand même plus de customisation possible. Et si vous avez un bon dev à côté de ça, là, vous pouvez être sûr que vous pouvez vraiment avoir des performances optimales sur le site. Et le Ouais. serveur aussi, il est important, forcément, on en parlait tout à l'heure. Si vous avez un mauvais serveur, une mauvaise config serveur, il ne faut pas lésiner sur les moyens là-dessus. Il faut vraiment que ça charge rapidement, parce qu'en fait, si le temps de réponse du serveur il est faible, bah, tout le reste après, ça sera forcément long. En fait. Vous aurez pris un malus, entre guillemets, que vous ne rattraperez pas après dans le chargement. C'est plus, ouais, voilà, je pense que c'est l'infrastructure technique, l'approche mobile first à chaque étape du projet, et surtout de ramener tous les acteurs autour de la table en permanence. Donc je vous dis, bah, le dev très très tôt, il ne faut jamais les mettre à la fin, c'est une erreur, c'est souvent fait. Comme ça, en fait, ils subissent un peu le projet, on leur donne le cahier des charges, ils doivent faire le truc après. En fait, il faut les mettre dès le cahier des charges en fait, pour qu'ils puissent mettre des warnings assez tôt. Et qu'ils puissent travailler avec les autres équipes. Mm. Il y a Eddy qui fait une remarque intéressante qui nous dit il existe des comparatifs assez complets. Effectivement, vous pouvez taper comparatifs de ces sites qui mettent en lumière des lacunes en matière de SEO par ailleurs sur ces CMS. Effectivement, il y a des lacunes sur chacun d'entre eux. Ils ont leurs avantages, ils ont leurs inconvénients. Il y en a d'autres. Si vous passez par du Magento, il y a des avantages, des inconvénients. Nous, chez Intuitive, pour vous dire, on n'a plus forcément de tech en interne parce qu'on travaille avec différentes solutions en fonction des problématiques de nos clients et des besoins de nos clients et des budgets de nos clients. Donc, ça fait beaucoup de choses à voir et c'est les différents ingrédients qui, à la fin, feront que le site sera bien et donnera les performances en adéquation avec les attentes du client. Ce n'est pas forcément parce qu'on a mis tel ou tel CMS qu'on a les bons trucs. Il nous reste un peu moins de 15 minutes, Nicolas. Il nous reste 2-3 parties sur lesquelles aller. Le gap analysis, tu peux peut-être expliquer rapidement ce que c'est. C'est une technique que vous utilisez pas mal. Non, c'est ça. Enfin, c'est une technique assez classique en SEO pour essayer de trouver des opportunités de mots-clés. Donc, en fait, de toute façon, c'est entendu de manière littérale. Donc, c'est l'analyse des écarts. Et en fait, plus précisément, de l'analyse des écarts de visibilité de différents acteurs en SEO. Donc là, par exemple, sur le graphique au-dessus, sur la droite, vous avez différentes sphères qui sont issues d'un outil d'SEMrush, donc de l'outil d'ailleurs de Gap Analysis d'SEMrush. Et en gros, on compare les mots-clés sur lesquels sont visibles 3 acteurs. Donc là, c'est LSA-conso, Planète-Déco et le journal de la maison. Et on se rend compte qu'en fait, donc déjà, il y a des quantités de mots-clés sur lesquels ils sont présents qui sont très différentes. LSA-conso a beaucoup plus de mots-clés sur lesquels il remonte dans les pages de résultats de Google. Et ce qui est intéressant surtout de voir, en fait, c'est qu'il y a des points d'interaction entre les sites. Et pourquoi est-ce qu'on a pris ces 3 acteurs-là? En fait, c'est parce que, par exemple, quand on a un acteur de l'ameublement, ça peut être 3 partenaires en fait, potentiels pour du linking ou pour des opérations publicitaires, parce que c'est des sites qui sont assez affinitaires avec la cible que vous allez avoir sur vos marchés. Des gens vraiment qui sont en recherche d'informations sur la décoration, d'informations conso, etc., sur des produits, canapés ou autres. Et en fait, 3 sites à la base, on se dirait, ils n'ont pas forcément de points communs. Mais on se rend compte qu'il y a quand même un point. On voit les sphères qui se recoupent, en fait. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est des mots-clés qu'ils ont en commun tous les 3. Et il y a quand même 500 mots-clés en commun entre les 3. Donc, c'est pas inintéressant en fait, d'aller trouver des idées de contenu comme ça en triangulant un petit peu l'approche et en allant chercher des opportunités sur des sites qui sont vraiment bons pour votre cible. Donc, j'ai mis quelques exemples en dessous, notamment style français décoration, par exemple, ou tendance canapé 2020. Si vous ne savez pas quoi faire comme contenu, par exemple, ça peut être une bonne idée pour la partie travailler l'inconnu. On montrait tout à l'heure sur le notamment l'entonnoir. Donc, les sites affinitaires. Et de manière encore plus classique, on va dire, aller comparer directement donc, des concurrents entre eux. Donc là, j'ai pris Beauconcept, Gauthier et Milibou. Donc 3 sites qui sont de taille à peu près équivalente, de performance équivalente d'après les sphères, visibles à peu près sur autant de mots-clés. Et en fait, là, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple, si je suis Gauthier, c'est d'aller voir en fait, les mots-clés qui sont en commun entre d'autres concurrents et moi où je ne me trouve pas. Donc, on voit que par exemple, Milibou et Beauconcept en fait, ont 5500 mots-clés en commun. Ça peut être intéressant d'aller voir ce qu'ils travaillent dessus. Alors, des fois, c'est que tout n'est pas à apprendre. En fait, ça peut être qu'il y a des gammes de produits qui ne sont pas les mêmes, forcément, qui vendent des choses que vous ne vendez pas. Donc, il peut y avoir ça. Et dedans, il peut aussi y avoir en fait, des stratégies de contenu dans des blogs ou des choses comme ça qui sont travaillées, qui peuvent être intéressantes à aller chercher, ou alors des pages en fait, de listing produits promotionnels ou autres, qui peuvent être intéressantes de réexploiter. Donc ça, c'est la méthodologie de ce qu'on appelle la triangulation. Le mot est vraiment très moche, mais c'est la triangulation qui est très utilisée, mais c'est très utilisée en SEO. Optimiser le catalogue. Est-ce que là, tu as des... Oui. Alors ça, c'est un exemple avec un e-commerçant avec qui on travaille actuellement. Alors, c'est pas dans le marché de l'immeuble, du coup, mais enfin, la logique est reprenable dans le marché de l'immeuble. En gros, c'est de se dire que quand j'aborde notamment différents segments de marché, c'est de voir aussi à quel point je suis légitime, entre guillemets, à aller dessus par rapport à la quantité de produits que je peux avoir par gamme. Là, typiquement, c'est un acteur très spécialisé dans les collants et chaussettes. Et en fait, il avait quand même envie d'aller se positionner sur les pulls, sur les écharpes, etc.
Là, l'idée, c'était de lui faire comprendre qu'en gros, voici votre gamme, voici celle de vos concurrents sur différents types de produits. C'est sûr, quand on a 23 produits dans une gamme, ça va être très, très compliqué d'aller frontalement se battre avec des gros acteurs. Par contre, avec 132 produits sur les collants et donc sur les chaussettes, je vois avec la vidéo une fois de plus, hop, 288, là, très clairement, c'est à la fois de toute façon votre positionnement marketing principal, c'est là où vous êtes spécialiste. Et en plus, vous avez beaucoup de volumétrie de produits. Alors pourquoi c'est important en fait, d'avoir de la volumétrie? C'est qu'en fait, on peut créer en SEO beaucoup de synergie en fait, entre les pages. Et notamment, plus on a de volume, en fait, plus on va créer de synergie entre ces pages. Il y a du maillage interne, parce que le maillage interne, ça permet à la fois de renvoyer le bot de Google sur des pages de manière un peu plus régulière. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'univers de la chaussette, on va lui montrer qu'on a plein de pages différentes. Donc forcément, à un moment donné, il va se dire, bah, tiens, cet acteur, il est quand même pertinent, il a plein de produits dessus. Donc, il mériterait bien de faire remonter ses produits mieux sur la partie chaussette. Et de manière aussi un peu plus liée à l'algorithme aussi de Google. Ça va transmettre aussi plus de popularité thématique entre les fiches produits. Donc, ça va permettre de mieux remonter sur certains produits, notamment qu'on jugera stratégiques, parce qu'on va envoyer plein de liens internes qui proviendront de plein d'autres pages qui sont sur la même thématique. C'est pour ça que c'est intéressant de se dire, en fait, en SEO, dans ce cas-là, en fait, il n'y a que deux objectifs, c'est ces deux gammes-là. Et les autres, c'est des objectifs pour d'autres leviers, peut-être pour Google Ads ou pour autre chose, mais ce n'est pas l'intérêt de le travailler en SEO. Donc, à l'intérieur de ça, après, une fois qu'on a défini un peu ces segments prioritaires, forcément, dans la façon de travailler sa structure, il nous reste aussi. Comment ? je te coupe, Nicolas, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Est-ce que tu peux juste présenter ce qu'on va retrouver sur ces slides? Et après, j'aimerais te poser une question sur un exemple, parce que j'ai des questions, je reçois des questions sur des exemples. Je vais peut-être t'arrêter rapidement, présenter ce que les gens trouveront sur ces slides, sans venir en détail, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est la suite logique de la slide d'avant. Donc, c'est comment on choisit de prioriser des produits. Donc là, notamment, un exemple très rapide avec un produit Store Terrace qui, en fait, a peu de liens internes, mais pourtant génère énormément de perfs. Donc, pourquoi est-ce que je ne ferais pas plus de liens internes vers cette page-là pour la valoriser aux yeux de Google? Voilà. C'est un peu dans cette logique de valider ce qui est le plus stratégique. L'approche de la page produit aussi, une façon simple de le faire, c'est de comparer en fait par rapport aux concurrents présents dans les pages de résultats. C'est-à-dire, en fait, je me fais un listing comme ça et j'essaie de voir en fait si mon site il est à peu près aligné sur la concurrence. Est-ce que j'ai pas des choses à aller chercher en termes de contenu ou de fonctionnalité? Voilà. Et donc après, sur la partie ROI, donc là, c'est notamment au niveau de la façon de suivre les choses. Alors, c'est pas du tout exhaustif, on a mis juste quelques exemples, mais en gros, on rappelle qu'au niveau des suivis de position, ce qui est important, c'est le top 3, parce que c'est là qu'il y a la plupart des clics SEO. Le top 10 reste intéressant aussi à suivre en termes de suivi de position, puisque aussi, ça va générer du trafic. Donc, le top 3, top 10, en gros, c'est la première page. Et top 20, c'est intéressant, parce que c'est là, en fait, c'est le moment, en fait, quand vous remontez dans le top 20, entre la 10 et la 20. En gros, vous pouvez considérer que Google commence à considérer votre site comme étant intéressant. Donc, quand vous faites une stratégie, ça va être le premier signe très positif avant de générer du trafic, que ça commence à être, ça commence à sentir bon. Top 3 des recherches, hein, on précise bien, tu l'as dit. Oui, pardon, oui. Voilà, donc ça c'est l'exemple illustré en fait de ce qu'on disait avant. Donc se dire en fait on peut avoir un suivi par le groupe thématique et essayer de voir en fait dedans sur un échantillon de mots-clés en fait combien de mes mots-clés se trouvent dans le top 3, dans le top 10, dans le top 20, dans le top 100. Donc, comme ça permet d'avoir une vue on va dire assez macro sur la performance du site et de voir quelle évolution on peut encore en tirer. Donc là, autant je commence à être légitime sur le lit, autant sur le bureau, je suis vraiment au top. Enfin, je suis vraiment. Ouais, exactement. Et autant dans le rangement, je suis totalement dans les. Je suis très très loin. Et ça, c'est la dernière slide. C'était juste pour dire en fait, parce que souvent, en fait, il y a la question sur les contenus. En fait, ça ne me rapporte pas de conversion directe, etc. Donc, je ne sais pas pourquoi je fais du contenu. C'est pas intéressant. Ouais, c'est toujours intéressant le contenu, parce qu'en fait, il y a certains contenus que vous allez faire qui ne vont pas amener directement de la conversion, mais qui vont travailler en fait pour d'autres pages du site. C'est pour ça que dans Google Analytics, c'était une petite astuce. En fait, vous avez un rapport comme ça avec des sphères qui représentent en gros la quantité de conversions en direct qui sont générées par chacun des leviers. Et par exemple, en SEO, si vous faites une stratégie de contenu poussée, la sphère verte, donc là, c'est le SEO, normalement, elle doit grossir. Et en plus, ça doit converger de plus en plus vers les autres leviers. C'est une façon très, très simple en fait, de se rendre compte est-ce que ma stratégie de contenu elle sert à quelque chose, même si je n'ai pas de conversion directe sur certains contenus. Ça peut être des stats intéressants à donner à votre direction, notamment quand vous mettez en place une stratégie de contenu, ça peut les convaincre, leur donner un ordre d'idée de où vous en êtes. Là, on en est encore loin. Quoique non, ça grimpe en fait. Et voilà, oui, pour l'instant, c'est loin, mais en fait, on se rend compte par exemple que Google Ads là-dessus, alors lui, notamment, en fait, fait beaucoup de conversions en direct, mais pour lui-même finalement. Parce qu'en fait, les gens en passent sur plusieurs annonces avant d'aller convertir. C'est un peu comme ça qu'on peut lire les choses. Super, merci beaucoup Nicolas, c'est une grosse quantité de travail, je ne sais pas si les gens se rendent compte de la quantité de travail que tu as produit là, mais il y a vraiment beaucoup, notamment pour l'adapter au milieu de l'ameublement. Il nous reste 5 minutes, je vais prendre les questions, il y en a quelques-unes dans le chat que je vais prendre, et le temps de les prendre, je vais te poser une question, ce n'était pas prévu, mais j'ai notamment des questions sur des exemples.
Est-ce que récemment, on a fait une refonte de site sur lequel moi je sais qu'il y a eu des très très bons résultats parce que je les ai vus. Je ne sais même pas quelle notion de résultat tu as ou pas à l'instant, mais c'est la refonte d'un site qui s'appelle o2.fr. C'est un site de service à la personne que vous connaissez sûrement. Vous voyez souvent les agences. Tu as mené la refonte du site o2.fr. Il y a des très bons résultats en SEO. Comment ça se fait? Très concrètement, qu'est-ce qui a fait que sur ce site-là, tu prends plus 30% de référencement et 90% de visites en plus? Qu'est-ce qui génère ça? Bon, je pense à un ensemble de choses. Après, hein, c'est déjà le travail préparatoire sur le cadrage. Donc, le cadrage, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le funnel. Dès le départ, en fait, comprendre comment est construite la recherche autour des thématiques, de le faire par segment, justement, parce qu'en fait, si on se rend sur le site O2, on se rend compte quand même que la façon dont c'est construit, les services sont quand même très silotés entre eux. Enfin, ils sont un peu fermés. On a vraiment la garde d'enfant qui a vraiment son propre univers avec ses propres fonctionnalités, etc. Donc, le fait d'avoir vraiment cette approche par silo était importante, par Donc, segment. d'un côté, garde d'enfants, d'un autre côté, ménage, d'un autre côté, etc. C'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on a vraiment construit le site comme si c'était plusieurs mini-sites. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment essayé de faire comprendre à Google, comme je disais tout à l'heure, qu'on était légitime sur chacune des thématiques parce qu'on avait plein de choses à proposer pour simplifier un peu l'approche. Et à côté de ça aussi, on a été très attentif à justement tous les formats qu'on pouvait aller chercher, notamment la FAQ. Hein, c'est un des sites qui bénéficie le plus de l'effet FAQ. Donc là, il est présent sur toutes les pages de service. On a travaillé main dans la main avec l'UX en fait. Je trouve que les pages, en fait, notamment des services, c'était Simon qui avait fait ça à l'époque, hein, dans l'équipe SEO, pour le citer quand même. Fait un très bon boulot en fait là-dessus, en fait, avec Anel de l'UX chez nous, en fait, et une approche en fait qui prenait les enjeux des deux métiers en même temps. Donc c'est pour ça que ça a été efficace. Voilà, plus de l'innovation. En fait, on a vu qu'il y avait tout un plan de recherche locale à créer. Donc ça, c'était aussi avec l'équipe d'O2. On a flairé cette idée de faire un annuaire très complexe. Donc c'est plein de choses comme ça mises bout à bout qui font que à la fin, ça devient quelque chose de très intéressant. Et aussi, donc, je pense une grosse emphase sur le chargement en fait, où le CMS n'était pas du tout en fait SEO compliant sur le chargement. On a vraiment beaucoup galéré. Et ça a été notamment même après la mise en ligne, pendant un mois du travail intensif sur retravailler le chargement tout le temps, pour arriver vraiment à un résultat satisfaisant. Ça, c'est la taille des images, c'est… Beaucoup de configuration serveur sur celui-là. Et puis le CMS aussi qui n'était pas, voilà, top. L'iFrame, pour ne pas le citer, lui, il n'est pas du tout prévu pour la performance. C'est plus en fait un CMS quasi applicatif, donc c'est compliqué. C'est compliqué, donc c'est pour ça qu'il faut très en amont du développement, dès le départ, quand on prend une techno comme ça, mettre les bons jalons. Même nous, je pense qu'on ne les a pas mis assez, mais en fait, on a réussi à rattraper les choses par la suite. Il faut vraiment être super strict là-dessus, surtout pour 2021 maintenant. Ouais, je prends une autre question. Est-ce que, et là c'est plus précis, plus technique, est-ce que le choix du nom de domaine et notamment le choix du nom que tu donnes à ton URL, par exemple tout à l'heure on a vu blm.fr/porte d'entrée porte d'entrée rouge, j'en sais rien. Est-ce que ça a encore une importance aujourd'hui? Alors ça c'est une bonne question et merci de la poser parce que c'est vrai que ça fait partie des légendes urbaines du SEO qui traînent depuis des années. En fait, les mots-clés dans les URL, ils n'ont pas de plus d'importance que ça. C'est important plus, on va dire, enfin, il y a deux questions en fait. Dans l'URL en elle-même, ce que vous allez mettre par exemple sur blm/porte d'entrée, c'est pas le fait d'avoir porte d'entrée dedans qui fait que vous allez avoir de la performance. Après, forcément, côté utilisateur, c'est intéressant parce que quand ça s'affiche dans les résultats de Google, il y a écrit porte d'entrée dans l'URL. Donc, il comprend où il va atterrir. En fait, c'est plus une problématique du UX finalement. Et je dirais aussi d'administration du site parce que c'est vrai qu'on doit faire une refonte après. Quand on a vraiment des répertoires bien construits, des mots-clés dedans très significatifs, on a beaucoup moins de mal en fait à administrer son site. C'est plus dans ce sens-là. Et après, dans le domaine précisément, parce que c'est aussi la question, je pense, est-ce que les EMD, comme on les appelle, Exact Match Domain, ont toujours de l'importance? En fait, ils n'ont jamais eu d'importance totalement directe. C'est qu'en fait, l'avantage que vous avez quand vous mettez un EMD, et je peux revenir à l'exemple de United Credit, ils voulaient appeler leur marque United, on leur a dit rajouter -crédit. C'est pas vraiment que le fait d'avoir crédit dedans directement apporte de la perf, c'est qu'en fait, quand vous faites du linking après, c'est-à-dire en fait faire des liens sur d'autres sites partenaires, l'encre en fait que vous allez choisir, qui doit être sur votre marque, normalement, si on respecte les consignes de Google, il ne pourra pas dire en fait, vous essayez de suroptimiser votre site, il y a écrit crédit à chaque fois, donc en fait, ça renvoie de la sémantique en fait vers votre site de manière mécanique. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des mots-clés dedans. Après, par contre, c'est dangereux aussi des fois d'avoir des mots-clés dedans parce que ça peut devenir clivant pour vous. Et après, en termes de stratégie de marque, quand vous avez une marque qui est trop refermée, en fait, vous n'arrivez plus en fait à faire un linking intéressant. Donc ça vous enferme dans un segment. C'était le cas de prêt d'Union. Ils avaient mis prêt justement pour cette raison-là. Ça les enfermait dans le prêt et ça leur privait de crédit qui était beaucoup plus juteux. C'est pour ça que c'est important de bien choisir aussi des génériques dès le départ et voilà, pour répondre à la question. Super. Catherine, je te laisse la conclusion peut-être. Je vois que tu as affiché la caméra. Oui,
Je voudrais déjà remercier Quentin et évidemment Nicolas pour ce travail qui a été fait et qui est effectivement qu'il faut appliquer à l'ameublement. Vous savez qu'on travaille aussi sur un guide pratique où on mettra quelques exemples de cas concrets. C'est-à-dire, une fois qu'on sait tout ça, qu'on est un petit peu éveillé, il y a plusieurs niveaux de maturité parmi ici les entreprises qui sont présentes. On n'a pas toutes nos entreprises n'ont pas les moyens d'avoir le développeur, l'UX autour de la table, etc. Ce sera quels sont les premiers leviers clés que je peux activer pour avoir une bonne stratégie de contenu. On travaillera aussi sur une sémantique, on développera un peu aussi des parties dans ce guide pratique de sémantique liées par catégorie, par univers produit lié à l'ameublement. C'est ce qu'on prévoit avec Quentin et Nicolas. Donc, on va affiner et mettre quelques cas concrets avec vraiment des contenus très bien travaillés au sein d'une fiche produit, au sein de contenus texte, au sein des métadescriptions avant dans le search, à la fois sur site ou parfois dans le maillage externe avec du net LinkedIn ou des partenariats extérieurs qui repointent sur mon site. Voilà, toutes les stratégies, on va rentrer un peu plus dans le dur parce que c'est vrai qu'en 1 heure, c'est pas simple, il y a beaucoup de choses à vous dire. Donc, merci beaucoup à Nicolas pour ce travail. On vous fera parvenir dans quelques temps à tous les participants adhérents de l'ameublement français ce guide du SEO lié à notre sémantique. N'hésitez pas si vous voulez approfondir un sujet. Vous avez parlé de plateformes, de solutions e-commerce type Shopify, etc. Tout le monde se pose la question de laquelle choisir. Ce sera peut-être un sujet à part entière avec un comparatif. Sinon, je ne sais pas s'il y a vraiment une autre question sur ce sujet à prendre. N'hésitez pas dans le chat. Quand sortira le guide, me pose-t-on comme question. D'ici 15 jours, on vous fournira le guide. Je vois Quentin qui hoche la tête. Je préfère qu'on l'affine un peu, qu'on se donne un petit peu de temps pour vous le fournir. Prochain rendez-vous. Ce sera sur après-demain, vendredi 16 octobre, avec Alexandre Simon, qui est designer expert UX. Ça va être un sujet passionnant. J'ai commencé à voir la présentation avec Quentin, qui était aussi avec moi, Alexandre. Alexandre, j'ai eu la chance de travailler dans ma vie passée avec lui sur des gros sujets complexes de plateforme social e-commerce ou d'expérience client différenciante. Il le fait avec une approche extrêmement simple et pédagogique. Donc, je vous invite tous à suivre ce rendez-vous vendredi prochain, à vous inscrire. Vous trouvez le lien d'inscription sur notre agenda sur ameublement.com pour vous inscrire vendredi à 9 h. Voilà. Et on aura un autre webinaire. On a parlé SEO, mais on parlera aussi bien sûr de l'importance de la photo et de l'image. Ce sera le dernier webinaire de ce cycle désirabilité et visibilité dans le parcours digital. Voilà, je vous remercie à tous. N'hésitez pas à revenir vers moi en direct, catherine.verrec@ameublement.com. Vous me retrouvez aussi dans les pages du site. Vous avez toutes les équipes de l'ameublement français que vous pouvez contacter pour approfondir des sujets que vous souhaitez, parce que nous allons avoir pas mal de rendez-vous aussi sur le digital. Une dernière chose, on a un webinaire qui se prépare avec deux grands acteurs e-commerce, notamment Showroom Privé et Fnac Darty, qui se rapprochent de nous parce qu'ils veulent étoffer leur catalogue d'offres françaises. Ça tombe bien, on voit bien qu'on est aujourd'hui, suite à à cette crise sanitaire post-Covid, que les consciences se sont accélérées pour avoir une offre de proximité, une offre locale qui a du sens. Et on est au rendez-vous des politiques RSE, des grands comptes et de grandes entreprises. Donc, on leur donnera la parole à travers un webinaire dédié sur ces deux modèles, un sur la marketplace et un sur la vente événementielle. Voilà, je crois que je vous ai tout dit dans les rendez-vous. Le prochain, vendredi 16 à 9 h. Merci Quentin, merci Nicolas, merci à tous, merci Rite, Valérie, je vous reconnais certains derrière votre écran. À très bientôt et bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.